3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? C'est mercredi, vous avez l'habitude, qui sont synonymes de best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Ouais, vu qu'en ce moment je parle des playoffs tous les jours, en mode débrief, tous les matins sur Twitch, j'avais envie de faire une petite trilogie qu'on mettrait sur YouTube ensuite. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines on a commencé par les déceptions des playoffs, ensuite on a élu le MVP des playoffs, et aujourd'hui on va parler des bonnes surprises, des meilleures surprises individuelles des playoffs. Comme d'hab, je vous ai présenté mes candidats, je vous ai expliqué pourquoi je les ai choisis, et c'est vous qui avez voté pour élire LA surprise individuelle de cette post-season. De toute façon le concept je vous l'explique en détail juste après, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quelle est la meilleure surprise individuelle de ces playoffs? Alors aujourd'hui, ça va être un live qui a un concept classique, où je choisis un thème, ici c'est les meilleures surprises individuelles des playoffs, et comme d'habitude je vais vous proposer 6 joueurs, je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis ces 6 joueurs, et puis vous me direz si vous êtes ok avec moi, si ils méritent d'être des surprises, ou si pour vous ils sont des surprises ou non, histoire de les classer à la fin entre eux, et de vous donner le classement des 6 meilleures surprises, en tout cas comment ils se situent entre eux, parce qu'à chaque fois vous allez répondre à la question, est-ce que pour vous un tel fait partie des meilleures surprises des playoffs ou non. Donc là voilà, on va vous présenter ça, mais avant que je vous les présente, ces joueurs, il faut savoir que cette sélection, elle m'appartient. Il n'y a rien d'objectif quand on évalue des surprises, c'est forcément subjectif, parce que tout ça, ça dépend de mes attentes, et les attentes, ça reste toujours très personnel. Là, je vais vous montrer que des joueurs qui les ont surpassés, mes attentes, mais si ça se trouve, vous étiez très confiant, et vous avez eu raison par rapport à ces joueurs, et si ça se trouve, il y a plein d'autres joueurs que vous attendiez plus bas que moi, et qui, vous ont plus surpris que moi. Donc dans ce cas-là, il y aura des désaccords, et c'est normal, et ceux qui ont réussi à tout prévoir à l'avance, et qui ont été surpris par personne, je vous envoie des gros big up, quoi qu'il arrive. Sachez aussi que, dans mes sélections, pour avoir un petit peu de diversité, je me suis limité à un joueur maximum par équipe, parce que je voulais pas non plus, il y a 16 équipes quand même qui ont fait ces playoffs, et ça aurait été dommage de se concentrer surtout ou essentiellement sur une ou 2 équipes. Donc sans spoiler, c'est pas parce qu'une team a été éliminée au premier tour que je me suis complètement interdit de parler de l'un de ces joueurs par exemple, même si évidemment plus le parcours d'une équipe ou d'un joueur sera long et victorieux, pour des joueurs que j'attendais pas si haut, et plus ce sera surprenant, en tout cas à mes yeux. Donc on va partir là-dessus, et mes 6 joueurs, je vais vous les présenter dans l'ordre alphabétique. Donc mon premier joueur surprise, c'est Jalen Brunson, comme vous le voyez. Je vous ai mis ses stats en playoff à droite, là, de toute façon je le fais pour tous les joueurs, vous avez l'habitude. Et ce qui se passe avec Jalen Brunson, c'est que Luka Doncic cherchait un lieutenant depuis longtemps, ou en tout cas nous, on lui cherchait un lieutenant à Luka Doncic, et je trouve que Brunson joue ce rôle parfaitement depuis le début des playoffs. Il a fait une grosse saison avec Dallas, c'est sûr, c'était déjà le deuxième meilleur marqueur des Mavs depuis le départ de Kristaps Porzingis, donc c'est vrai, on pouvait s'y attendre à ce qu'il soit bon en playoff. Mais de là carrément à devenir l'un des meilleurs joueurs de la post-season, parce que vraiment, alors il est peut-être pas dans le top 6, mais je pense qu'on peut le mettre dans le top 10-15, Jalen Brunson, des meilleurs joueurs de ces playoffs, et je trouve ça complètement ouf. Quand Luka était pas là, au début des playoffs, là, au premier tour, il a assuré comme jamais contre Utah. Il a fait une pointe à 41 points dans la win au match 2, il a fait une autre pointe à 31 points, puis au retour de Luka Doncic, il a retrouvé peu à peu son rôle de lieutenant, avec une hiérarchie qui est bien définie, où il trouve sa place, et en fait il est comme un poisson dans l'eau à côté de Luka pendant ses playoffs. Luka Doncic, je pense que c'est un joueur qui est très difficile à entourer, c'est difficile de trouver le bon profil, parce qu'il faut quelqu'un qui à la fois puisse tenir le ballon, pour relayer Luka à la création, et faire en sorte aussi que l'attaque de Dallas ne soit pas trop prévisible, mais qui en parallèle aussi ne le garde pas trop le ballon, parce que Luka c'est pas du tout un joueur qui se démarque et qui va être bon off-ball ou sur catch and shoot, donc il faut aussi proposer des solutions sans la balle pendant que Luka la porte, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Donc pas simple de trouver ce genre de profil, mais je trouve que Brunson correspond tout à fait à ça. Et en plus, il peut assurer quand Luka est sur le banc pour le faire souffler, et ça c'est super important. Donc j'aime bien avec Jalen Brunson, ce que j'aime bien c'est qu'il a pas besoin d'être trop dans la lumière, lui il s'en fout, il prend ce qu'on lui donne et il assure méchamment avec ce qu'on lui donne. Après forcément il y a des moments que j'aime moins, comme c'était le match 5 entre Dallas et Phoenix, où là il y avait beaucoup d'isolation, c'était un petit peu chacun son tour entre Doncic et Brunson, et souvent ça marche pas ça. Mais heureusement, c'est pas non plus ce qu'on a vu prioritairement depuis le début des playoffs, et quand ils jouent ensemble, ce one-two punch, je le trouve hyper dangereux. Et ce que j'aime aussi, c'est que Brunson, il apporte un profil différent d'autres mecs comme Dorian Finney-Smith ou Reggie Bullock, qui eux, sont des gros shooters. Jalen Brunson, bien sûr, il peut mettre des 3 points, il a fait un match à 6 sur 10 et un autre match à 5 sur 7 là, depuis le début des playoffs. Mais l'essentiel de son jeu, ça se base sur le drive, parce qu'il excelle pour dribbler, pour partir en pénétration. Il arrive aussi très bien à se stopper pour balancer des gros mid-range ou des gros flotteurs. Et ça, vraiment, ça apporte un profil très différent et très utile à Dallas, et ça le rend ultra efficace, ce profil, à côté d'un joueur comme Doncic. Donc ouais, ils ont des similitudes, c'est sûr, Brunson et Luka Doncic, mais ils ont aussi des choses différentes qui permettent qu'ils soient super complémentaires.
et voir qu'au deuxième tour, Brunson a complètement dominé son match-up face à Chris Paul, parce qu'on va pas se le cacher, Brunson a dominé Chris Paul au deuxième tour, ça rien que ça, c'est une méga surprise, bah, ça montre le niveau qu'il a atteint le Brunson pendant ses playoffs. Moi j'aime son agressivité, dans le bon sens du terme, c'est un vrai scoreur, qui prend ses shoots, qui les met, il a quasi 23 points de moyenne, enfin il a plus de 22 points de moyenne par match en playoff, c'est quand même un truc de malade, il a des pourcentages correct, à 3 points c'est pas ça, mais comme on l'a dit c'est pas spécialité, il peut en mettre quand même comme on a dit. Alors ok, déjà que avant la post-season j'avais énormément de bien à dire sur ce joueur, mais voir que son rôle est devenu à ce point là essentiel à Dallas, qui est qualifié en finale de conférence en partie grâce à lui, ça je m'y attendais vraiment pas. C'est une vraie bonne surprise à mes yeux, Jalen Brunson, et ça montre qu'il est un super joueur, et voilà, maintenant qu'on a un joueur comme ça aux côtés de Luka Doncic, je sais bien que c'est pas non plus une superstar, mais je veux plus entendre que Luka Doncic est tout seul à Dallas, parce que non, il a Jalen Brunson qui assure comme un chef. Donc mon joueur surprise numéro 2, c'est Brandon Ingram. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'il a joué que 6 matchs. Il a été éliminé au premier tour par les Suns avec les Pelicans. Mais quel niveau de jeu il a affiché pendant ces 6 matchs. Encore quelqu'un qui a été surprenant, c'est marrant, après Brunson, qui a été surprenant en jouant notamment face aux Suns. Est-ce qu'on doit y voir un lien de cause à effet ? Je crois pas. Parce que Michael Bridges, qui a été plutôt décevant offensivement pendant ses playoffs, a plutôt bien défendu au premier tour sur Ingram, et il y a Jay Crowder aussi qui se relayait sur Ingram, et Crowder a fait de bons playoffs. Donc je ne pense pas que ce soit grâce ou à cause des Suns que Ingram ait été si bon. Mais puis en plus de ça, Crowder, je trouve qu'il a été bon sur pas mal de séquences pour ralentir Ingram. Sauf qu'en vrai, il avait beau essayer, Crowder, il avait beau essayer, Bridges, il y avait rien à faire au premier tour, parce que sur au moins 4 matchs sur 6, on avait un Ingram qui était beaucoup trop fort. Bon après, je savais déjà en saison qu'il était balèze, c'est un ancien All-Star, il y était pas cette année, mais il y était l'année d'avant, et je savais aussi qu'il était sous-coté, que pour moi, il fait partie de ces joueurs qui sont pas respectés à leur juste valeur. Donc je m'attendais vraiment à le voir performer en playoff, et de toute façon je l'attendais sur cette scène-là, je m'étais dit qu'il allait faire d'énormes choses, même si c'était ses premiers playoffs. Mais de là à le voir tourner à 27 points par match en post-season, tout ça en ajoutant 6 rebonds et 6 passes avec des pourcentages hallucinants, non, clairement je m'attendais pas à le voir à ce niveau. Il était complètement intenable. Sinola a gagné les matchs 2 et 4, c'est en grande partie grâce à lui, grâce à ses coups de chaud. Il a fait 3 matchs au-dessus des 30 points, donc la moitié de ses matchs au-dessus des 30 points. Il a fait une pointe à 37, et même si il a été un petit peu plus en difficulté avec son adresse sur les 2 derniers matchs, là, les matchs 5 et 6, il a quand même réussi à mettre sa vingtaine de points sur ces 2 rencontres. Lui aussi, c'est un roi du mid-range, j'aime bien son jeu à l'ancienne un peu, si on peut dire, avec son physique long et fin à la Slenderman un petit peu, et j'aime surtout qu'il soit super adroit, qu'il puisse envoyer des pull-ups dans tous les sens, qu'il soit super confiant en son shoot, et qu'il ait un côté incontrable et inarrêtable dès qu'il s'arrête à mi-distance. Parce que même s'il est bon à 3 points, bah de toute façon il tourne à plus de 40% en playoff à 3 points, c'est qu'il est bon. Ce que j'apprécie, c'est qu'il en abuse pas, parce qu'il a tout plein d'autres armes. Grâce à son gros handle, il peut vraiment driver. Comme on l'a dit juste avant, il peut être bon sur ses mid-range, et quand il est sur une grosse série, il arrive complètement à trouver ses spots, notamment dans l'elbow, et là t'as beau défendre, quand il y accède, il enchaîne les paniers. Et ces moments-là, quand il prend chaud, Brandon Ingram, vraiment je les adore, et ces moments-là, on les a vus plusieurs fois en playoff, malgré les 6 petits matchs joués. J'aurais aimé le voir plus longtemps, ça je le cache pas. Dans le match 2, son 3e quart, moi ça je m'en rappelle, ça m'a marqué, mais pour toujours je crois. Il a mis 16 points dans le 3e quart, il était juste intenable, j'ai kiffé à fond, et ce que j'apprécie, c'est qu'il arrive, et ça c'était pas le cas avant, il arrive agressif dès le début du match, et il essaye dès le départ de pousser ses Pelicans vers le haut. Donc ouais, je le répète, Ingram il était bon aux saisons, c'est sûr, ok il a pas passé un tour, mais augmenter à ce point son niveau de jeu en playoff, quand t'es déjà un franchise player, parce que c'est facile d'augmenter, alors facile, mais quand t'as un niveau moyen, tu peux franchir facilement des étapes. Quand t'es déjà très bon, franchir encore une étape comme ça, je trouve que c'est encore plus impressionnant, et c'est encore plus une excellente surprise. J'aurais pu prendre, et j'y ai pensé aussi au petit José Alvarado qui est un peu rentré dans la tête de Chris Paul au premier tour. C'était une vraie bonne surprise aussi pour les Pelicans, mais je voulais me limiter à un seul joueur par équipe, et vraiment, il n'y avait pas moyen. Pour moi, c'était Brandon Ingram. Je l'ai trouvé beaucoup trop fort face aux Suns pour ne pas l'évoquer. Ma 3e surprise, le 3e que je vous propose dans ma sélection, c'est Tyrese Maxey. Alors bien sûr, Maxey déjà, il a fait une bonne saison avec les Sixers. Mais moi je me dis, il est que sophomore, et on va pas se le cacher, en playoff, on s'attendait à ce que les options 1 et 2 soient données à Embiid et Harden. Et limite, on pouvait penser que Tobias Harris serait l'option 3, et Maxey qui arriverait en 4. Bon, après si, Maxey on pouvait s'attendre à ce qu'il soit devant Harris quand même. Mais offensivement,
et notamment au scoring, c'est bien Maxey pendant ses playoffs, qui a été l'option 2 des Sixers derrière Embiid et devant Harden, qui se muait plus en playmaker et qui était beaucoup moins agressif que ce qu'on a pu le connaître au niveau du scoring. C'est lui en playoff qui a su prendre ses responsabilités dans le 4e quart-temps. Moi, c'est là qui m'a fait halluciner. Dans les money time, Tyrese Maxey, il a pesé très fort. C'est lui qui a mis les gros shoots pour prendre le relais de Joel Embiid, toujours. Bon, c'est aussi parce que Harden a été décevant, qu'il a pris ses responsabilités. Il fallait que quelqu'un les prenne, mais qu'un sophomore y arrive, moi j'ai trouvé ça cool. Parce que Harris, j'ai beaucoup aimé les playoffs de Tobias Harris, mais il s'est plus mué en homme à tout faire, et il a fait ça très bien. J'ai trouvé qu'il était excellent en défense, mais il a pas été scoreur, donc il fallait vraiment que quelqu'un prenne cette place. Et voilà, le petit Tyrese Maxey, du haut de sa 2e saison NBA, lui qui avait tourné à 5 points par match l'année dernière en playoff, là il nous fait des playoffs à plus de 20 points par match, et le voir assuré comme ça, pour moi ça reste une bonne surprise. Après bien sûr, je peux pas être satisfait à 100% de Tyrese Maxey pendant cette post-season, il fait des erreurs de jeunesse, il perd quelques ballons qui sont clairement évitables, parce que ses choix, il fait pas toujours les bons choix, c'est sûr. Évidemment, il prend pas toujours les meilleurs tirs possibles, sa sélection elle me questionne un petit peu parfois. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'il a des coronesses en acier et il a peur de rien. Quand il part en contre-attaque, il est inarrêtable, il a un côté fusée quand il court, c'est un mec qui va trop vite et qui arrive à finir en dunk en prenant une avance sur 3 appuis. Quand il va en drive, même quand la défense est forte et qu'il y a des big men dans la peinture, il a un gros body control, un bon hang time aussi, il a une bonne détente Maxey, qui lui permet de toujours bien se situer en l'air et d'essayer de finir avec son toucher, et à la finition, il est très bon, ça lui permet aussi de briller sur ses flotteurs, parce qu'il est bon sur ses flotteurs, sur ses lay-ups, et voilà, avant les playoffs, je l'avais suivi de près, et je m'étais bien dit qu'il allait sortir de sa boîte et nous faire un ou deux gros matchs quoi. Mais là c'est plus que ça parce que, à part un ou deux ratés, il a quand même été plutôt régulier et surtout, je le répète, il a su peser dans les moments les plus importants. Je m'attendais pas à ce qu'il score autant dans cette post-season parce que en play-off souvent les défenses se resserrent, l'expérience est primordiale. Maxey normalement c'était deux facteurs qui devaient le faire souffrir ça, et je m'attendais encore moins à ce qu'il marque autant avec une telle adresse parce que regardez son adresse, il est à 48,4% au tir, 37,7 à 3 points et 94% au lancer franc. Donc le voir planter 38 points face à Toronto, 34 face à Miami, deux équipes qui défendent plutôt bien pourtant, mais j'ai trouvé ça très fort. Et même si lui, après c'est clair, au 2e tour, il a galéré face au défi physique qu'imposait le hit, mais tous les Sixers ont galéré. Quand Embiid n'était pas là, par contre, moi ce que j'ai aimé, c'est que c'est lui qui a pris le contrôle au scoring. Et dans l'attitude et dans le body language, j'ai que du bien à dire de Tyrese Maxey. J'ai trouvé que c'était un des Sixers qui a joué le plus dur, l'un des seuls qui a jamais abandonné, qui a jamais rien lâché, qui peut jouer aussi avec le sourire de temps en temps, et ça manque le sourire, ça apporte un petit peu de fraîcheur, et ça manque à ces Sixers. Je trouve cette joie, cette bonne humeur, cette jeunesse, cette fougue, et lui il avait ça, et il a tenté comme il a pu, du haut de son statut, de tirer ses coéquipiers vers le haut. Alors bien sûr, il a perdu le sourire une ou deux fois, on a vu des clashs sur le banc avec James Harden, ça j'aimerais bien savoir ce qu'il s'est dit, mais je pense que c'est aussi un compétiteur qui était déjà pas très content des erreurs qu'il venait de faire, et que Harden vienne lui rabâcher, ça le motivait, mais je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de grave. Peu importe, j'ai beaucoup aimé cette fraîcheur de Tyrese Maxey. Il était très important dans cette équipe qui manquait de dureté et de mental à la fin des playoffs, autour d'un Joel Embiid qui était fatigué, qui était blessé, qui arrivait plus à prendre tout le monde dans son sillage, et avoir un joueur comme Maxey, ça a fait quand même du bien à ces Sixers, même si ça leur a pas permis de passer le 2e tour. De toute façon, je les imaginais pas passer le hit, et Maxey a fait de son mieux, ça a pas suffi, c'est sûr, pour passer Miami, mais voir qu'un sophomore est peut-être l'un des plus gros mentals d'une équipe comme ça, qu'on pouvait attendre plutôt bien en playoff, et s'affiche en leader, ça m'a plus qu'agréablement surpris, plutôt, je suis toujours un homme, donc félicitations pour tout ça à Tyrese Maxey, qui justement prend cette place, pour moi en tout cas, de joueur surprise numéro 3 dans ces playoffs. Mon joueur surprise numéro 4, c'est Jordan Poole. Et en voilà encore un qui a déjà fait une super saison. Donc peut-être que pour certains, ce sera pas réellement une surprise, comme pour Maxey, c'était le cas, parce que vous vous attendiez à ce qu'il soit à ce niveau-là, Maxey. Moi, comme je disais, il m'a surpris, enfin certains en tout cas s'y attendaient. Et peut-être que beaucoup s'attendaient à ce que Jordan Poole fasse des playoffs comme ça. Mais moi, clairement, je m'attendais pas non plus à autant. Je l'attendais fort encore une fois, mais je l'attendais pas à autant. Faut se rendre compte que comme Brandon Ingram, c'est les premiers playoffs de toute sa vie. Et puis même si c'est légèrement, il a encore augmenté ses stats qui étaient déjà très fortes. Donc quand moi je pensais qu'il était déjà à son max, il a encore fait mieux, et ça je trouve ça excellent. Les deux trucs que j'ai beaucoup aimé moi chez Jordan Poole, c'est que il a été utilisé à toutes les sauces, utilisé dans tous les rôles. Parfois il est titulaire, parfois il est remplaçant, parfois il joue au poste 1, parfois il joue au poste 2, parfois on lui demande de créer, parfois on lui demande de jouer sans la balle. En fonction des match-ups, des blessures et des décisions de Steve Kerr, à chaque fois il est obligé d'enfiler un costume différent, et peu importe, à chaque fois, dans n'importe quel rôle, il brille. Et le deuxième truc, et ça ressemble aussi à quelque chose que j'ai souligné pour Tyrese Maxey,
aussi, c'est que Poole comme Maxey, c'est deux joueurs, et ça j'apprécie parce qu'ils ont un jeu à risque. C'est des mecs qui prennent des tirs difficiles, qui sont souvent contestés, et là il a ses pourcentages qui ont flambé, et là il a été exceptionnel sur ses pourcentages. En saison, en prenant ses tirs difficiles, il était à 45%, il est passé à plus de 51% en playoff, et quasi à 40% à 3 points, il a plus de 38. C'est un truc de grand malade quand on voit les tirs qu'il prend, et la sélection qui parfois me questionne, non, il est super adroit. Et voir qu'il est le deuxième meilleur scoreur des Warriors à égalité avec Thompson, mais en jouant 5 minutes de moins que Klay Thompson, et en sortant du banc la plupart du temps, en étant plus adroit aussi, et en changeant tout le temps de rôle, moi je trouve ça vraiment balèze. J'ai hésité à mettre Wiggins, pour être honnête, en surprise à sa place. J'aurais aussi pu penser à Kevon Looney, mais Kevon Looney c'est trop récent, on l'a pas vu pendant les 2 premiers tours. Et Wiggins, au final, j'ai vraiment hésité, j'ai changé au dernier moment. Mais c'est moins une surprise, parce qu'il faut se rappeler que même si ce qu'il fait en playoff, ça me plaît beaucoup, et que sa deuxième partie de saison était un peu bof à Wiggins, il a fait une première saison incroyable et qui lui a permis d'être All-Star, mais en plus de ça, être titulaire au All-Star Game. Donc je me dis, un mec qui est titulaire au All-Star Game, c'est normal qu'il fasse de gros playoffs. Il joue aussi sa 8ème saison dans la ligue, Wiggins, et donc ça m'a moins surpris que Jordan Poole, et c'est ces arguments-là qui m'ont permis de faire mon choix pour prendre un joueur de Golden State. Parce que Poole, il a pas toute cette expérience, et je trouve déjà qu'il joue comme un vétéran. Il fait partie de ces gars qui sont des énormes bosseurs, qui ont progressé pendant toute la saison, et là, ces playoffs sont en train de confirmer qu'il a un potentiel de fou furieux. Il a pas peur de jouer sur la plus grande scène, il a pas peur de prendre ses responsabilités, et même quand il passe à côté de certains matchs, comme le match 3 là récemment face à Dallas, il force pas, et il peut mettre quand même les gros shoots qui sont importants, c'est ce qu'il a fait dans ce match 3, et ça me plaît particulièrement. Aujourd'hui, c'est un des joueurs majeurs dans une team qui fait partie des grosses teams favorites en playoff. Quand on voit qu'il était en G-League il y a encore peu de temps, c'est forcément une énorme surprise, moi, ce level en post-season, et à chaque match, j'ai l'impression qu'il gagne en expérience en plus. Il a déjà fait 2 matchs à 30 points ou plus, il en a fait aussi un à 27 et un à 29, il est régulier de ouf. Bon, non, il a un ou deux creux, mais au final, dans l'impact, moi je trouve qu'il apporte beaucoup plus souvent que ce que je m'y attendais. Je m'attendais à quelques coups de chaud, mais pas autant. Et quel que soit le niveau qu'il a eu en saison, je trouve ça génial ce que fait Jordan Poole dans ses playoffs. 3 fois, il a mis 5 paniers à 3 points ou plus, il se mue tout à fait dans l'effectif de Kerr, dans son système avec ses qualités, c'est clairement devenu le 3e Splash Brother pour moi, donc après je le trouve peut-être un peu trop provocateur, un peu trop chambreur parfois, mais bon, je vais le pardonner parce que ça va avec sa confiance qui est nouvellement acquise, c'est peut-être ça aussi qui le tire vers le haut et qui le motive, donc allez, on l'excuse, et puis après on aime bien qu'il y ait un peu de tension, même si je trouve que des fois il en fait un peu trop dans la provoque. Donc globalement, si je résume, moi j'aime sa mentalité, j'aime son côté bosseur, j'aime sa hargne, j'aime sa témérité, et surtout j'aime ses énormes capacités d'adaptation. C'est un gars que tous les coachs rêvent d'avoir, c'est le gars qui arrivera premier à l'entraînement, qui repartira le dernier, qui fera exactement tout ce qu'on lui demande en prenant toutes ses missions à cœur, et voir qu'il y arrive aussi pour ses premiers playoffs, c'est une super surprise pour moi. Joueur surprise numéro 5, c'est Gabe Vincent. En 2 ans avec Spoelstra, là, il est passé du statut de joueur complètement random, que peu de monde connaissait, à celui de titulaire, en tout cas quand Kyle Lowry est pas là, de titulaire ou de joueur super important en playoff. Si on regarde ses chiffres par rapport à la saison, la progression est pas folle. Ce qu'il fait en post-season, c'est à peu près la même chose si on ne regarde que les stats. Si vous voulez des points réguliers, c'est clair que Gabe Vincent n'est pas votre client, et si vous regardez que le scoring, à la limite, je pense que votre meilleure surprise, ce sera Max Strus, dans la mesure où il a pris le rôle de titulaire de Duncan Robinson, il met ses shoots de loin. Le problème avec Max Strus, c'est que je le trouve assez irrégulier, mais par rapport à Duncan Robinson, il défend. Vraiment, de toute façon, pour moi, les deux, c'est les 2 grosses surprises de Miami, mais Gabe Vincent, j'ai kiffé vraiment sa régularité. Au final, d'accord, il score autant qu'en saison, même s'il a fait quelques petites pointes intéressantes, n'empêche qu'avec la blessure de Kyle Lowry, quel rôle il a joué, le Gabe Vincent. Son impact premier, de toute façon, et c'est pour ça que ça se voit pas dans les chiffres, c'est qu'il se situe en défense. Et moi, si je l'ai sélectionné, si je l'ai mis devant Max Strus, c'est qu'au premier tour, le mec, il était envoyé en mission sur Trae Young. Au deuxième tour, il a été envoyé en mission sur James Harden, et à chaque fois, il a méchamment assuré, parce que Trae Young et James Harden font partie des 2 plus grosses déceptions en playoff, parce que contre Miami, ils ont été complètement étouffés. Donc bien sûr, à chaque fois, t'avais Strus aussi qui venait l'aider, t'avais Butler qui venait l'aider sur les prises à 2, mais Vincent c'était quand même le premier mec qui était envoyé au charbon sur ses superstars, et il les a éteints, il a éteint des superstars, et ça je trouve ça quand même complètement fabuleux. Je m'attendais pas à ce que Gabe Vincent il puisse éteindre comme ça des mecs comme Trae Young et James Harden. Je trouve qu'on en a pas assez parlé, parce que c'était un travail de fou furieux ce qu'il a fait, un truc de grand malade sur les 2 premiers tours. Je l'ai souvent dit dans mes lives, je voulais pas précipiter le retour de Kyle Lowry, parce que je me disais qu'il n'était pas complètement remis. Les 2 matchs que Kyle Lowry a fait à 50% face aux Sixers, j'ai pas trouvé bon, j'ai presque trouvé qu'il a tiré Miami vers le bas, et je voulais absolument, et beaucoup plus pour Miami,
un Gabe Vincent à 100% qu'un Kyle Lowry à 50%. Bon, maintenant Kyle Lowry a l'air un peu mieux et c'est tant mieux, Gabe Vincent va peut-être reperdre un peu du temps de jeu, mais comment il a assuré l'intérim, j'ai trouvé ça fou. Et globalement en plus, je le trouve super intelligent dans le jeu. Il a un gros QI basket, il lit bien ce qui se passe des deux côtés du terrain, il lit les attaques comme il lit les défenses, il se place toujours bien, comme en attaque comme en défense, hein, pareil, il offre des solutions, il perd très très peu de ballons, il fait les bons choix, il joue propre, il y a très peu de déchets, et il est capable de mettre des gros shoots, des shoots super importants. C'est pas le joueur le plus adroit, c'est pas un attaquant de base, n'empêche que quand c'est des gros shoots, eh ben il va les mettre. Et quand pas mal de joueurs importants à Miami sont irréguliers, Tyler Hero est irrégulier, Adebayo est irrégulier, Max Strus, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, quand ça rentre pas, bah c'est difficile offensivement pour lui, et dans les matchs à domicile, il est quand même beaucoup plus adroit que dans les matchs à l'extérieur, donc Strus aussi est irrégulier, et Vincent, à plusieurs reprises, quand ces mecs-là n'y étaient pas, les jours sans, et ben c'est celui qui a sauvé les meubles dans les derniers quarts-temps, en donnant un vrai coup de main à Butler des deux côtés du terrain. Moi, c'est son match 5 face aux Sixers, je l'ai trouvé génial. Ses matchs 1 et 2 face à Boston, heureusement qu'il était là aussi. Il a appris à peser et à briller dans les moments les plus importants, et je trouve ça fort. J'aime son attitude, j'aime sa mentalité, et j'adore la hargne qu'il apporte sur le terrain défensivement. Je savais pas, vraiment, je savais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau-là, et le voir étouffer des superstars comme il l'a fait là, bah, ça m'a carrément choqué. Donc c'est une super bonne surprise, il m'a épaté, j'ai pu mettre un gros respect sur son nom que j'avais pas forcément avant, donc vraiment maintenant gros respect sur le nom de Gabe Vincent, qui a un comportement exemplaire, qui est un énorme compétiteur, qui est prêt à faire tout ce qu'on lui demandera lui aussi. Il pratique réellement un basket de la gagne, qui s'inscrit tellement bien dans la culture du hit, là le hit basketball de Pat Riley et de Eric Spoelstra. Il est ce genre de gars qui a pas été drafté, qui est passé par la G-League, et Spoelstra lui fait super confiance, et il est capable d'exploser dans les moments où il y a besoin de lui, donc je trouve ça génial, et pour tout ça, bravo à Gabe Vincent. Et mon sixième joueur surprise, c'est Grant Williams. Alors lui, je savais qu'il était bon, hein, mais à ce point, là je savais pas. Le deuxième tour qu'il a fait, je suis encore sur le cul. Il était envoyé en mission contre Giannis, et il a su défendre, et s'entendre notamment avec Al Horford, pour limiter le grec. Alors bien sûr, hein, le Greek Freak a fait ses stats, mais moi c'est les pourcentages de Giannis, qui sont passés à 45% sur la série contre Boston, alors que lui, en playoff ou en carrière, il a plus de 53%, j'ai trouvé ça... que ça montre à quel point il a été en difficulté, parce que Grant Williams, il a beau être bumpé par Giannis, Grant Williams il bouge pas, il est solide, il se prend l'épaule, il se prend le coup de Giannis, c'est un tronc d'arbre le mec, et il a pu boucher la peinture, et ça a obligé Giannis à prendre un peu plus de jumper. Heureusement il a développé son jumper Giannis, mais aussi à beaucoup plus devoir compter sur les shooters en faisant des passes, et pour ça, bah, gros big up à Grant Williams. Ça à Horford aussi, hein, mais c'était Grant Williams qui était le plus souvent envoyé sur Giannis, même si forcément face à un joueur comme Antetokounmpo, t'es obligé de faire une défense collective. Donc avec son physique et sa tête de boxeur, avec son short XXL, chaque soir il a tout donné. Il a sacrifié son corps, il a encaissé des coups, il en a mis aussi, et surtout jamais il s'est découragé, jamais il a lâché quoi que ce soit, même quand on a un Antetokounmpo qui a mis 42 points ou qui a mis 44 points. Donc là en plus de ça, on avait un Robert Williams qui manque un match sur deux, qui est absent même plus qu'un match sur deux. Là son apport à Grant Williams pour défendre, parce que Robert Williams, il était quand même élu dans la All Defensive Second Team, là, récemment, et donc l'apport de Grant Williams pour compenser ça, même si c'est pas du tout le même type de défenseur, il a été essentiel. Moi, ce qui me plaît chez Grant Williams, c'est qu'il peut tenir les big men dans la peinture, comme on l'a dit avec son énorme physique, mais il peut aussi sortir, défendre au périmètre ou sur des close-out. Il a un combo de fou qui se compose de son poids, de sa puissance, mais aussi de sa mobilité. Je trouve ça assez génial. Et puis même quand Robert Williams est là, hein, l'apport de Grant Williams reste fou. Là, on l'a vu récemment au match 2 entre Miami et Boston, je sais pas si vous vous rappelez, on a Miami ils avaient gagné le match 1, Miami, là ils font un énorme début de match, face à une défense, enfin en face il y avait Robert Williams et Al Horford, et là Miami commençait à prendre une avance, où on se disait aïe, ça va mener 2-0 du côté du 8, et là en milieu de premier quart, à peu près à 6 minutes de la fin du premier quart, Udoka fait sortir Robert Williams, il met Grant Williams, ça a créé du spacing en attaque, ça a créé beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de polyvalence défensive, et Udoka l'a plus fait sortir de la mi-temps, parce qu'à la mi-temps on avait déjà Boston qui menait largement au score, parce que ils ont fait un énorme run, et ça montre l'importance de Grant Williams. Il a mis le bazar dans cette équipe de Miami, et des deux côtés du terrain, il a un énorme impact il a un énorme impact en défense comme en attaque, vraiment, et ça a mis Boston sur les bons rails pour finalement s'imposer dans le match 2 sur un blowout. Donc j'insiste vraiment sur sa présence des deux côtés du terrain, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, parce que j'ai beaucoup parlé de sa défense, mais en attaque il a aussi vraiment son rôle. Je veux pas non plus en faire des caisses sur son match 7 face aux Bucks, même si tous on le retient, parce que c'était le match de sa vie, et je veux pas trop tirer de conclusion sur un exploit comme ça. Il avait mis 27 points à 7 sur 18 à 3 points, je suis pas sûr que
il aura souvent 18 tentatives à 3 points tous les jours. Mais ce serait malhonnête aussi de le limiter qu'à cette perf-là. Il a été très bon ce jour-là, mais il a fait d'autres choses. Grant Williams, même si c'était moins visible, il a pesé depuis le début des playoffs. Il a un vrai rôle de 3&D. Il a fait déjà 4 matchs à 17 points ou plus dans cette post-season. Et c'est le genre de joueur, si tu le respectes pas, si tu le laisses seul à 3 points, si tu lui laisses des espaces, et ben il va te sanctionner, et même il va te sanctionner sévèrement. Là, les Bucks, justement, peuvent en témoigner. Et j'aime bien, là, le match-up face à Miami, en tant qu'intérieur guerrier, volontaire et sous-dimensionné, et qui défend ultra dur et qui est à droit de loin, je trouve qu'il y a des similitudes avec PJ Tucker, qui est son adversaire. Bon, après, Grant Williams, c'est un PJ Tucker qui est moins expérimenté, mais qui est plus jeune aussi, et plus athlétique, et peut-être encore plus solide. Et tout le monde sait à quel point ce genre de joueur, c'est guerrier, c'est essentiel pour avoir une équipe compétitive qui veut aller loin en playoff. Moi j'aime bien les équipes qui amassent des stars, etc. Mais pour moi ça va pas loin si t'as pas des guerriers comme Grant Williams. Et là il a vraiment prouvé qu'il était fait de ce bois-là. C'était un vrai soldat. Je le répète, moi, pour être honnête, je me doutais qu'il serait fort, je m'y attendais à ce qu'il se pèse en playoff, mais pas du tout à ce point, pas au point de devenir une véritable clé, une clé essentielle, un joueur primordial des Celtics, jamais de la vie. En plus de ça, et c'est là qu'il m'épate dans son comportement, dans son attitude, c'est aussi un leader vocal qui pousse tout le monde vers le haut, qui apporte une fraîcheur, une bonne humeur, qui même sur le banc parle énormément. Franchement, il a tout pour plaire, et c'est pour ça qu'il est ma sixième surprise de ces playoffs. Épilogue. Alors là, si on fait le bilan, avant le classement, je voulais faire quelques big ups, des big ups que vous avez cités, vous aussi dans le chat, des joueurs dont j'ai pas parlé, c'était par choix, parce que j'ai préféré les 6 autres, mais c'est vrai que beaucoup ont parlé de Al Horford, et clairement, Al Horford fait des playoffs surprenants à son âge. Moi, j'ai préféré mettre Grant Williams, parce que Al Horford, j'avais déjà mis à l'honneur dans mes Revival Players il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai préféré varier pour pas tout le temps parler des mêmes, et je pense que Grant Williams m'a encore plus surpris, même si j'attendais pas Al Horford à ce niveau-là, parce que Al Horford a déjà fait des playoffs, ou peut-être même pas, mais en tout cas il a déjà fait des gros playoffs dans sa vie. Je pensais par contre qu'il était presque foutu, mais tout ça j'en parle dans mes Revival Players, donc ouais, j'ai préféré Grant Williams. Après on aurait pu parler de Ja Morant aussi, j'ai vu que il avait surpris pas mal de monde, et c'est vrai que lui aussi a fait des gros playoffs, mais lui pour moi il était plus candidat au MVP, c'est pour ça que j'en ai parlé la semaine dernière, que candidat pour les Surprise Players. On a parlé de Max Strus aussi, Max Strus lui, j'ai préféré Gabe Vincent, ça je l'ai expliqué dans le petit laïus que j'ai fait sur Gabe Vincent, parce que je trouvais Vincent peut-être plus régulier, et l'impact de Vincent m'a vraiment choqué, mais de chez choqué. Bobby Portis, que j'ai bien aimé aussi dans vos mentions, il a fait de bons playoffs, et donc c'est bien de lui faire une dédicace. Dorian Finney-Smith, pareil, il nous a fait un match surtout qui a été incroyablement fabuleux. Après il a été un peu irrégulier le Dorian Finney-Smith, mais quand même il fait des gros playoffs, et j'apprécie ce genre de joueur. Par contre, quand je le comparais à Jalen Brunson, pour moi il n'y avait pas photo. Avec ma règle de un seul joueur par équipe, j'ai jamais hésité à mettre Brunson devant Dorian Finney-Smith. Et ensuite il y a eu des Brandon Clark et des Desmond Bane qui ont été cités, et eux c'est vrai que j'ai adoré leur premier tour face à Minnesota. Malheureusement au deuxième tour ils se sont un petit peu éteints. Clark a eu du mal à retrouver le rôle qu'il avait, notamment au rebond offensif au premier tour, tandis que Desmond Bane lui il avait mal au dos visiblement, mais c'était clairement le meilleur joueur, je pense, ou pas loin d'être le meilleur joueur de Memphis au premier tour. Il s'est un petit peu éteint au deuxième tour, donc c'est pour ça que j'en ai préféré 6 autres. Et du coup, si on regarde le classement, c'est vrai que Scottie Barnes aussi, je vois qu'il est dans le chat. Scottie Barnes a fait d'excellents playoffs, et il aurait pu également prétendre à ces 6 surprises. C'était très difficile d'en garder que 6, et quand je dis que c'est subjectif, ça l'est. C'est aussi en fonction de mes attentes à moi et de mes affects, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les 6 là, et il y en a tout plein qui auraient pu être cités, et d'ailleurs dites-moi vraiment tous ceux que vous auriez cités vous, ça m'intéresse à fond, parce que ça dépend vraiment de chacun. Mais du coup revenons au classement, et celui qui arrive à la 6ème place du classement, dans les 6 que je vous ai proposés, c'est Brandon Ingram. Brandon Ingram qui arrive, vous avez été 66% à penser que c'était une bonne surprise, donc c'est celui qui a le plus petit pourcentage parmi les 6 joueurs que j'ai présentés. Pour moi ça reste une bonne surprise, parce que avec l'arrivée d'un McCollum qui était beaucoup plus expérimenté que lui en playoff, je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort et qu'il tourne avec de telles moyennes. Et pour moi, même si ça a perdu au premier tour, c'est le seul joueur que j'ai sélectionné qui a perdu au premier tour, je pensais pas que les Pelicans allaient gagner 2 matchs face aux Suns, qui était le meilleur bilan de la NBA. Donc pour moi, c'était vraiment une surprise. Gagner 2 matchs face au meilleur bilan de la NBA, et souvent grâce à Ingram, j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise. Par contre, il y en a pas mal, et je pense que s'il arrive à la fin du classement d'aujourd'hui,
c'est qu'il y en a pas mal qui avaient déjà d'énormes attentes envers Ingram. Moi, c'était ses premiers playoffs, j'avais pas trop d'attentes pour lui, mais vous en aviez plus en disant que c'était un ancien All-Star, donc ça, je veux bien le comprendre, et c'est aussi pour ça qu'il arrive à la 6ème place. À la 5ème place, vous avez choisi Gabe Vincent. Donc lui, il a 74% des votes, vous étiez 74% à penser que c'était une bonne surprise. Si les gens ont pensé que c'était pas forcément une excellente surprise, c'est que vous attendiez à ce qu'il score plus peut-être. Beaucoup auraient aimé qu'il shoot plus. J'ai lu dans le chat que c'était rien d'autre qu'un role player défensif, même si je trouve ça sévère. Pour moi, il reste quand même une bonne surprise. Et bon, de toute façon, 74%, c'est un bon score parce que je m'en fous moi qu'il score pas, je m'en fous qu'il shoot pas. Il y en a plein d'autres qui font ça à Miami. Et dans la défense, dans l'organisation, dans la structuration du jeu du 8, dans la clutchitude, hein, le côté qui porte ses coronets quand c'est décisif et quand le match est serré pour aider Jimmy Butler. Moi, je trouve que ok, c'est un role player et de toute façon là, on n'est pas là pour classer les joueurs du meilleur au moins bon. On est là pour essayer de voir ceux qui nous ont le plus surpris. Et Gabe Vincent, c'est vrai qu'il avait surpris déjà l'été dernier quand il avait fait son match exhibition contre Team USA où il avait été énorme. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'un Gabe Vincent, c'est pour ça, hein, parce que la défense c'est important aussi à mes yeux. Je m'attendais pas à ce qu'un Gabe Vincent, je le disais tout à l'heure, arrive à éteindre complètement un James Harden ou un Trae Young. Donc pour ça, chapeau à lui. Il arrive à la 5ème place de notre live du jour. À la 4ème place, alors lui il est à égalité avec Gabe Vincent parce qu'il a aussi 74% de oui, c'est Tyrese Maxey. Juste Tyrese Maxey arrive un poil devant parce qu'il y a eu plus de votes le concernant, donc c'est pour ça que je le mets à la 4ème place. Lui, si c'est une bonne surprise pour 74% d'entre vous, c'est parce qu'il a été solide mentalement. Que un mec qui est sophomore et qui arrive à assumer ce rôle de lieutenant comme ça, en prenant ses responsabilités avec des pourcentages quand même qui sont très très bons, bah forcément c'est une bonne surprise. Maintenant, d'autres ont dit qu'il avait déjà réalisé une très bonne saison et que c'était plus une confirmation qu'une surprise, et ça je veux bien l'entendre, c'est pour ça qu'il n'arrive pas dans notre top 3 d'aujourd'hui. Maintenant, moi ce qui m'a le plus surpris, et c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans mes 6, c'est de voir qu'un Tyrese Maxey marque plus de points qu'un James Harden. Moi je trouve ça quand même complètement taré, et ça c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Et Tyrese Maxey en plus de ça, il a fait ça avec le sourire, même si ça a pas toujours été facile visiblement avec Harden et qu'il y a des moments qui ont été tendus. Tyrese Maxey qui finit meilleur scoreur que James Harden, pour moi ça c'est une méga surprise, même si bien sûr c'est aussi parce que Harden a bien de choc son deuxième tour notamment, et même son premier tour, même si dans le playmaking et dans les décalages je veux pas non plus dire qu'il était complètement inintéressant le James Harden. En numéro 3, donc maintenant on arrive au moment du podium, voici Jordan Poole qui a reçu 80% de oui. Et là 80% de oui, et le podium ça montre que vous êtes assez d'accord sur le fait que c'était une bonne surprise. Il a été exceptionnel quand Stephen Curry et Klay Thompson mettaient pas forcément leur shoot en début de playoff, et il a vraiment su prendre le relais avec une adresse de fou, vraiment une adresse de fou. Il suffit de regarder ses pourcentages pour se rendre compte de ça. Il a bien répondu au changement de rôle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'était appréciable. Moi là où il m'a surpris, c'est qu'en saison, à chaque fois qu'il était mis 6ème homme, il brillait beaucoup moins, et c'est dès qu'il était titulaire qu'il brillait. Et là, j'avais peur quand Curry est revenu bien comme il faut, là, après ses 4 premiers matchs sur le banc face au premier tour, je m'étais dit peut-être qu'on va voir un Jordan Poole un peu plus en dedans, qui va un peu plus croquer, être un peu plus en difficulté dans un rôle qu'il affectionne pas trop. Eh bien non, il a toujours été aussi bon, il a répondu vraiment aux attentes, Steve Kerr peut être fier de lui, donc Jordan Poole, une vraie bonne surprise pour moi pendant ses playoffs, parce qu'il a fait des choses très solides, et vu que les Warriors sont toujours en course, il peut continuer à faire des choses très solides. Numéro 2, qui va avoir la première place et la deuxième? Eh bien, en numéro 2, vous avez choisi Jalen Brunson. Et là, on commence à avoir des pourcentages super intéressants, parce que Jalen Brunson obtient 88% des votes. Il a été très régulier, bon, il a raté 1 ou 2 matchs, c'est sûr, les 2 premiers face à Phoenix, mais le reste du temps, il a été présent. Et il a été constant, mais enfin voilà, de tout le temps, il était agressif, il a attaqué le cercle, il a mis des mid-range. Ok, il est pas très adroit à 3 points, mais je m'en fous, c'est pas son jeu. Il y a d'autres shooters qui, de toute façon, qui peuvent mettre les 3 points à Dallas. Lui, il va créer les décalages, et il va permettre justement aux shooters d'avoir du spacing et de pouvoir dégainer. Et c'est voir qu'il a pu porter Dallas face à Utah sans Luka, j'ai trouvé ça génial. Rien que ça, je trouve ça fou. Peut-être que sans lui, Dallas aurait même pas pu passer le premier tour. Vous imaginez, si ça se trouve, sans un Brunson, en attendant que Luka revienne, Utah aurait pu mener 3-0, je me dis. Et là-dessus, c'est fou. Alors bien sûr, je savais qu'il était fort. C'est un joueur que j'affectionne depuis la fac à Villanova. Mais de là à tourner à 22 points par match, et de là à porter une team, même si la défense de Utah a eu des difficultés, mais de là à porter une team comme ça sans Luka Doncic, Jalen Brunson, c'est vraiment une grosse surprise, et c'est aussi pour ça qu'il arrive à la deuxième place. Et le numéro 1, pas de surprise,
c'est le dernier dont on a parlé, c'est Grant Williams. Et lui, il a carrément reçu 92% de vos votes. Donc à 92%, vous pensiez que c'était une bonne surprise. Et c'est clair qu'il mérite d'être haut placé. De toute façon, pour Grant Williams, c'est quelque chose de simple à dire, c'est que sans lui, sans sa défense et sans son shoot, mais peut-être que c'est pas Boston qui serait allé en finale de conférence. Et rien que ça, c'est fou. Alors bien sûr, parce qu'il réalise un excellent match 7, c'est le match de sa vie, le match 7, il a réalisé une super perf face à Giannis défensivement, il a mis les 3 points, il a pris les positions et il a artillé comme jamais à 3 points, 7 sur 18, c'est un truc de malade, prendre 18 tirs à 3 points, mais voilà, il l'a fait, il a été encouragé par Udoka, encouragé par ses coéquipiers, les 3 points, il a pas tremblé, il les a pris, et de se dire que quand même, le facteur X dans un match 7, c'est Grant Williams, alors que dans la team, il y a Jason Tatum, il y a Marcus Smart, il y a Al Horford et il y a Jaylen Brown, c'est sacrément surprenant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il arrive en tête de notre classement d'aujourd'hui. Voilà pour ce qui est des meilleures surprises de cette post-season, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que mes candidats vous convenaient? Et pour vous, quelle est la plus grosse surprise depuis ce début de playoff? Est-ce que vous êtes d'accord avec la commu? Pas du tout, dites-moi vos noms préférés en commentaire, histoire qu'on en discute. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube. Et gros merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, ça apporte une vraie force qui est nécessaire pour continuer. Du coup s'il vous plaît, n'arrêtez jamais, et vous, si vous voulez les rejoindre, il y a tout en description. À très vite.